Imaginez-vous à une fête d'anniversaire, en banlieue de Chicago, durant l'été 1975. Les rires aigus des enfants fusent. L'odeur du gâteau fraîchement glacé flotte dans l'air. Et, au centre du cercle enthousiaste, se tient Pogo le clown. Visage blanchi, sourire peint jusqu'aux tempes, doigts agiles transformant des ballons multicolores en cœurs écarlates. Tout le monde applaudit, convaincu que rien n'est plus sûr qu'un goûter pour enfants animé par un clown. 3 ans plus tard, dans la même rue tranquille, la nuit de décembre, étend une fine couche de neige sur la pelouse du 1913 West Somerdale Avenue. Les phares de la police balayent l'obscurité, éclairant une bande de terre fraîche. La lame d'une pelle heurte le sol gelé dans un fracas métallique. Ce qui émerge alors n'est pas un ballon coloré, mais un fragment d'os humain, jauni par le temps. Le sourire peint de Pogo s'efface pour révéler le véritable John Wayne Gacy. Un meurtrier qui a enterré 33 victimes sous sa propre maison. Les États-Unis retiennent leur souffle. On revoit la photo de Gacy, déguisé en clown, bienveillant, au chevet d'enfants malades. Cette image qui inspirait autrefois la tendresse ne provoque plus qu'un frisson glacé. Comment un citoyen modèle a-t-il pu massacrer tant de vies, 6 années durant, sans éveiller le moindre soupçon? Pour comprendre, il faut traverser le maquillage éclatant et revenir au point de départ. L'enfance d'un garçon battu, avide d'une approbation paternelle qui n'est jamais venue. Bien avant que la première pelle ne creuse l'espace rampant sous le plancher, des milliers de mensonges avaient déjà été enduits, couche après couche, avec la même minutie que le phare sur un visage de clown. Voici l'histoire d'un masque parfait que l'on arrache. L'histoire de cordelettes de nylon, de nœuds de garrot et de 33 tombes peu profondes. Ce récit ne parle pas seulement d'un tueur. Il nous avertit que le diable peut se tenir sous les projecteurs, saluer la foule, distribuer des bonbons et rire de bon cœur. Suivez-moi à travers chaque fissure de ce sourire. Des éclats de joie enfantine au battement de cœur affolé d'une nuit d'hiver. Vous découvrirez pourquoi l'Amérique nourrit, depuis lors, une phobie nommée le clown assassin. Et quand le rideau tombera, accordons 1 minute de silence aux victimes, que leurs noms vivent plus longtemps que celui qui leur a ravi la vie. Commençons donc par les racines. L'enfance brisée de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy pousse son premier cri le 17 mars 1942 au cœur d'un quartier ouvrier de Chicago, tandis que, non loin de là, les machines-outils d'une usine vibrent à en faire trembler les vitres. Sa mère, Marion Elaine Robinson, l'enveloppe aussitôt de tendresse. Mais l'ombre de la maison porte un autre nom, John Stanley Gacy, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, mécanicien chez Ford, buveur coriace persuadé que la discipline passe par le cuir de sa ceinture. Chez les Gacy, chaque planche du parquet grince comme un avertisseur d'incendie. Le père considère la gaucherie de son fils comme un signe de faiblesse. Il corrige l'erreur à coups de gifles et d'insultes. À 4 ans, le garçon renverse un verre de lait. Son père lui enfonce le visage dans l'évier et le maintient sous le filet d'eau glacée. Cette nuit-là, John apprend que l'amour, ici, se gagne au prix de la douleur. À 9 ans, dans la cour de l'école, il chute d'une balançoire et se fracasse l'arrière du crâne. Commotio cerebri, disent les médecins, migraines et étourdissements chroniques qui l'emportera toute sa vie. Mais, à la maison, son père gronde. « Arrête ta comédie.
chaque crise est traitée par un claquement de ceinture dont la strie violette recouvre la précédente. Pour échapper à cette tyrannie, John rejoint les Boy Scouts. Il collectionne les insignes, feu de camp, secourisme, civisme, qu'il brandit fièrement devant sa mère. Son père, lui, lève à peine les yeux derrière sa canette de bière. Encore des colifichets pour bonne femme. John sent la plaie se creuser. Il se promet pourtant d'amasser assez de médailles pour que, un jour, le vieil homme le félicite enfin. Dans la cuisine, il trouve un remède temporaire, la pâtisserie. Quand l'odeur du beurre fondu emplit la pièce, son père reste parfois silencieux. Mais cet interlude s'achève le jour où John, 12 ans, décore avec soin le gâteau d'anniversaire de sa sœur. « La cuisine, c'est pour les femmes », rugit le père, avant de planter son poing dans le ventre du garçon. À terre, John jure qu'il forcera un jour le monde entier à le respecter, quoi qu'il en coûte. À 16 ans, une violente douleur thoracique le terrasse en classe. L'hôpital diagnostique une atteinte cardiaque liée au stress. Le médecin conseille « Éviter l'alcool et la violence. C'est ignorer que l'alcool et la violence habitent la chambre voisine. Cette nuit-là, John fait sa valise, bien décidé à fuir. Mais, la main sur la poignée, il hésite. Dehors, la rue obscure est inconnue. Dedans, l'enfer est familier. Il remonte l'escalier et se cale sous la couverture, rêvant qu'un jour, le cauchemar cessera. Au lycée, il lutte avec son identité. Attiré par ses camarades masculins, il enfouit ce secret sous un masque de sociabilité impeccable. Journal de l'école, comité des fêtes, vice-présidence de classe, tout y passe. Les certificats s'accumulent. Pourtant, chaque fois qu'il les présente à son père, ce dernier hausse les épaules. John comprend que le succès, pour être reconnu, doit s'accompagner de pouvoir. À 18 ans, il se porte volontaire dans une campagne électorale locale. Les sourires et tapes dans le dos qu'il reçoit le galvanisent. Mais, rentré chez lui, son père l'accueille d'un rire méprisant. Tu fais le larbin pour des inconnus. La cicatrice d'orgueil s'agrandit encore. Diplômé avec 2 ans de retard à cause de ses maladies, John file à Las Vegas. Il devient aide-soignante à la morgue. Les effluves de formol, la froideur des dalles, l'immobilité des cadavres. Tout cela l'apaise d'une manière troublante. Seul, la nuit, il murmure aux défunts. Au moins, vous ne me jugez pas. Dans ce royaume de la mort, il éprouve pour la première fois la sensation d'avoir l'ascendant absolu. Mais les néons de Vegas pâlissent vite. John rentre à Chicago, retrouve l'inflexible silhouette paternelle et comprend que pour grandir, il doit changer d'horizon. Direction Springfield. Là, il rencontre Marilyn Myers, fille d'un franchisé KFC. Le mariage suit, ainsi qu'un poste de gérant de 3 restaurants. Au banquet, son père lève enfin son verre. « Te voilà un vrai homme », le cristal teinte, et John saisit la leçon. Le respect exige statut et domination. Ainsi naît son premier grand masque, celui du citoyen modèle. Costume impeccable, poignée de main ferme, sourire à fossettes. Sous la carapace, pourtant, gronde un brasier d'humiliation. Les coups, les moqueries, la soif d'approbation non assouvie se mue en une obsession. Posséder un contrôle absolu sur les autres, décider qui mérite la clémence et qui goûtera à la terreur. Bientôt, dans une paisible banlieue du nom de Norwood Park, John Wayne Gacy
achètera une maison. Bientôt, il en creusera le sol. Mais avant cela, il revêtira un autre costume, celui de Pogo le clown. À partir de là, chaque éclat de rire aura un prix, et ce prix se paiera dans le crawl space, à l'abri des regards. À présent, le masque est prêt. L'ombre, elle, attend son heure. Passons au chapitre suivant. L'ascension du citoyen exemplaire et la construction d'une tombe sous le plancher. En 1964, à 22 ans à peine, John Wayne Gacy quitte Chicago pour la ville de Waterloo, dans l'Iowa. Là, il épouse Marilyn Myers, fille d'un riche franchisé Kentucky Fried Chicken. D'un coup, le fils humilié d'un mécanicien devient le gendre choyé d'un homme d'affaires en vue. On lui confie la direction de 3 restaurants. Il troque les vestes élimées de son adolescence contre des costumes neufs qui sentent la lessive d'hôtel et l'ambition fraîchement repassée. Aux yeux des habitants, Gacy incarne le rêve américain. Travail, famille, prospérité. Le soir, il accueille les clients en personne. La journée, il mémorise les prénoms de ses employés pour mieux flatter leur ego. Certains disent qu'il serre la main comme un politicien, et ce n'est pas un hasard. Gacy rejoint rapidement les Jaycees, l'association de jeunes cadres qui organise dîners de charité, collecte de sang et soirées de réseautage où le Bourbon coule à flot. Désigné vice-président de l'année, il reçoit un diplôme sous verre qu'il accroche bien en vue dans le salon. Sur la photo du journal local, on le voit sourire, boucles noires parfaitement peignées, pins patriote au revers. On pourrait croire à un vendeur de manuels de morale. Pourtant, dans la cave de la maison familiale, un autre décor se monte chaque week-end. Gacy y installe un projecteur Super 8, tire les rideaux et diffuse des films pornographiques à un petit cercle d'initiés. Bière tiède, strip poke, paris truqués. Les soirées, d'abord présentées comme des réunions Jaycee privées, dégénèrent vite. Quand les convives s'assoupissent, il repère les adolescents impressionnables qu'il a engagés comme petits mains au KFC, leur promet des augmentations, les fait boire, puis glisse la phrase rituelle « Tu veux voir un tour de menottes ?» Au printemps 1967, il franchit un seuil. Donald Voorhees, 15 ans, fils d'un notable Jaycee, accepte de passer chez Monsieur Gacy pour parler job d'été. Dans la cave, alcool et cigarettes tournent, puis la lumière s'éteint. Le lendemain, Donald, hagard, confie à son père ce qui s'est passé. Gacy hurle au mensonge, soudoie des témoins, mais la plainte suit son cours. En décembre 1968, il est condamné à 10 ans de prison pour sodomie, aggravée sur mineur. À l'instant du verdict, Marilyn obtient le divorce. La garde de leurs 2 enfants lui est accordée. La maison vendue. La porte du pénitencier d'Anamosa State se referme derrière l'ancien citoyen modèle. En cellule, Gacy se réinvente encore. Il décroche un poste au réfectoire, organise des groupements Jaycees, section prison, aménage un cours de clown pour la kermesse interne. Caméléon social, il devient détenu exemplaire. Pas une bagarre, pas une goutte d'alcool de contrebande. Les rapports d'éducateurs décrivent un sens inné de l'organisation. Mais, la veille de Noël 1969, alors qu'il purge sa peine depuis 1 an, un télégramme lui apprend que son père est mort d'un cancer du foie. Gacy implore l'autorisation d'assister aux funérailles. L'administration refuse. Dans sa couchette,
Il pleure de rage, non pas pour l'homme qui l'a brisé, mais pour le dernier espoir d'approbation qui s'évanouit à jamais. 18 mois après son incarcération, un comité de révision constate progrès remarquables et recommande une libération conditionnelle. Le 18 juin 1970, Gacy regagne la maison de sa mère. 15. West Somerdale à Chicago, mince prélude à une adresse bien plus célèbre. Sous probation stricte, il obtient un emploi de chef cuisinier et, le dimanche, enfile pour la première fois le costume qui marquera les cauchemars du pays. Le clown Pogo, visage divisé par une bouche rouge cerclée de bleu. Il anime des kermesses paroissiales et lève des fonds pour l'hôpital pour enfants de la ville. Les flashs des Polaroids immortalisent ce philanthrope fantasque, tout droit sorti d'un livre d'images. Ses voisins voient un homme jovial qui prête table et chaise pour les barbecues. Ils ignorent qu'au sous-sol, Gacy conserve le projecteur, les menottes et les revues interdites, prêts à resservir. Lorsqu'il obtient la fin anticipée de sa probation, en octobre 1971, le tribunal mentionne aucun risque de récidive manifeste. Peu de temps après, il signe l'acte d'achat d'une modeste demeure de plain-pied, blanche avec des volets verts, au 1213 West Somerdale Avenue, Norwood Park Township. Dans l'acte notarié, rien ne trahit son passé de détenu. Sur le trottoir, il salue les enfants en agitant la main gantée de peinture rouge. À l'intérieur, il mesure déjà les cloisons, cherche où percer une trappe. Le citoyen exemplaire est de retour, plus souriant, plus accompli, plus irréprochable que jamais. Et parce qu'il a appris combien les apparences peuvent tout pardonner, il s'apprête à peindre son masque avec la couche la plus épaisse de respectabilité que banlieue et église puissent fournir. Sous ce vernis, toutefois, la même faille grandit. Ce besoin viscéral de contrôler entièrement les autres, de les posséder comme aucun père ne l'a jamais possédé lui. Chaque compliment du voisinage attise sa certitude. La confiance est un sésame. Il suffit de la décrocher pour faire de n'importe qui une proie. Bientôt, dans le silence de sa nouvelle maison, un robinet cliquettera, une dalle du salon sera soulevée, et l'histoire du clown serial killer commencera véritablement. Mais avant de descendre dans ce vide sanitaire qui deviendra charnier, il reste à comprendre l'architecture du lieu. Comment Gacy va transformer un pavillon anodin en tombe et un simple jeu de menottes en instrument de mort. C'est l'objet du chapitre suivant. Le 12 mai 1971, par une matinée étrangement douce pour le printemps chicagoan, John Wayne Gacy. Acte d'achat d'un pavillon de plain-pied, façade crépie couleur beurre frais, volets vert olive, pelouse impeccablement tondue. L'adresse 13 West Somerdale Avenue, un coin tranquille de Norwood Park Township, à 15 minutes de route de l'aéroport O'Hare. Rien, dans cette maison d'agent d'assurance, ne laisse deviner qu'elle deviendra l'un des sites de crime les plus célèbres d'Amérique. Dès la remise des clés, Gacy se met à l'ouvrage. Il cloue des rideaux neufs, repeint la porte de garage, fait couler du béton sur l'allée. Chaque geste consolide l'illusion de respectabilité. Mais, derrière la cuisine, il observe surtout l'accès au vide sanitaire. Un étroit espace rampant de 120 centimètres sous les lattes du salon. La plupart des habitants y stockent des boîtes de Noël,
lui y voit un royaume clandestin. Je dois refaire la tuyauterie, explique-t-il à sa nouvelle épouse, Carol Hoff, qui hausse les épaules. John adore bricoler. Pourquoi s'inquiéter? Les soirs suivants, sous le prétexte de travail de drainage, il arrache les plaques de terre à la pelle, remplissant des sacs en toile de jute qu'il charge dans le coffre de sa Pontiac. La nuit, il va les déverser dans la rivière des plaines. Petit à petit, le crawl space se creuse, se dessine, se cartographie. Gacy tient un croquis à l'encre, des rectangles numérotés, séparés par des allées de boue battues. Un jeu de morpions funèbres prêt à se remplir. Pour financer ses projets, il fonde PDM Contractors, entreprise de travaux de peinture et de plâtrerie. Les journaliers qu'il embauche sont pour la plupart des adolescents, enfants de voisins, fugueurs des Greyhound Lines, lycéens cherchant de l'argent de poche. Il leur serre un sourire, promet un salaire rapide, ajoute une bière par chaleur d'été. Tu l'as bien mérité, petit gars. Bien vite, ces jeunes sont invités à dîner, puis à visiter le sous-sol atelier, avant qu'il ne glisse sa phrase fétiche. Tu connais le keuf trick. Parie que tu ne peux pas te libérer de ces menottes. Dans l'atelier éclairé d'une ampoule nue, il enfile alors une paire de bracelets chromés. La clé cachée dans sa paume, il se libère d'un mouvement théâtral. Le garçon rit, tente à son tour, et se retrouve soudain cliqué, piégé, vulnérable. 2 minutes plus tard, la cordelette de nylon s'enroule autour de la gorge, bloquée par un morceau de manche à balai, le fameux nœud de garrot que la presse nommera plus tard la signature Gacy. Le corps devient flasque, le meurtrier mâchonne un cigare, souffle la fumée vers le plafond bas. Gacy transporte ensuite la dépouille jusqu'à la trappe qu'il a dissimulée sous un tapis du couloir. Là, il descend à 4 pattes dans l'étouffement terreux, choisit une case libre, creuse à peine 40 centimètres. Le sol argileux de l'Illinois est meuble. La tombe se referme comme de la glaise. Au-dessus, les lattes de plancher étouffent toute plainte. À l'aube, il fait couler de la chaux vive diluée pour ralentir la putréfaction, puis pulvérise du déodorant industriel. Au-dessus, Carole dort, bercée par le ronflement du climatiseur. Tout, dans la vie diurne de Gacy, crie la banalité heureuse. Le dimanche, il revêt le costume de pogo. Veste rouge, pantalon à pois, perruque bleue. Il peint sur son visage un sourire exagéré, particularité glaçante. Au lieu d'arrondir les extrémités, il les relève en pointe, créant 2 crocs de diable camouflés sous la peinture. Dans les fêtes d'école, il improvise des sketchs, distribue des bonbons, tchatche avec les parents. Pas de fête réussie sans un peu de couleur, pas vrai. On lui répond qu'il est formidable avec les gosses. Il hoche la tête, ravi de l'ironie qu'eux seuls ignorent. L'été 1975, la chaleur rend l'air lourd. Des voisins se plaignent d'une odeur étrange, mélange de moisie, de viande, avariée et d'égout. Gacy blague. C'est un rat crevé dans le drainage. Je m'en occupe. Puis il invite tout le pâté de maison à un barbecue dans son jardin. Viande sur le grill, musique country, bière fraîche. Les conversations détournent les soupçons, tandis que, sous les semelles des convives, 25 cadavres reposent déjà. Cette même année, il agrandit la maison. Nouvelle véranda, garage transformé en bureau. Les ouvriers occasionnels ne voient qu'un entrepreneur dynamique. Aucun ne s'interroge quand il insiste pour terminer lui-même la pose du plancher. Lui seul sait où passent les câbles électriques,
où serpentent Nathan les canalisations d'évacuation, où il peut encore enterrer sans croiser d'ossements. La cave devient un labyrinthe de poutres numérotées, X rouge pour les fosses pleines, cercle bleu pour les emplacements disponibles. Parfois, le crawl space déborde. Alors, Gacy choisit l'option du pont de l'I-55, jetant au fleuve des plaines, les corps enveloppés dans des bâches de plastique. Comme personne n'associe ces disparitions disparates, il sent son audace grandir, son masque tient bon. Les autorités, elles, classent les signalements de fugue. Après tout, les années 70 pullulent de jeunes qui partent trouver l'Amérique. Le soir, rentrant d'un chantier, il s'assied sur le canapé du salon, avale un scotch et allume la télévision. Les informations annoncent l'arrestation d'un tueur à Houston. Il ricane, persuadé d'être plus malin. Quand la maison se calme, il descend vérifier le sol. À genoux, il palpe la terre, presque tendre, comme un jardinier fier de ses semis. Dans l'obscurité, il se sent maître absolu d'un royaume silencieux. Pourtant, chaque crime laisse une trace. Une chaussette oubliée, un bracelet gravé, un badge scolaire tombé d'une poche. Gacy ramasse ses souvenirs, les glisse dans un tiroir verrouillé de sa commode, tiroir qui, un jour, parlera aux enquêteurs. Mais pour l'instant, il s'endort convaincu que personne ne viendra jamais fouiller sous les planches de son salon. Personne, bien sûr, sauf peut-être la prochaine victime, celle qu'il invitera demain à boire une bière, celle à qui il promettra $15 de l'heure et un tour de magie avec des menottes. Lorsque le soleil se lève sur West Somerdale, tout paraît ordinaire. Une tondeuse bourdonne, un facteur salue d'un geste, le clown philanthrope part travailler. Sous ses pieds, 33 tombes minuscules attendent patiemment leur découverte. Et dans l'esprit de Gacy, une seule pensée. Il reste encore de la place. Le décor est posé, la scène est construite. Le masque tient si bien que les applaudissements couvrent déjà le bruit des pelles. Mais l'histoire doit maintenant s'accélérer. Bientôt, disparition, soupçon, battements de cils des mères inquiètes convergeront vers cette maison banale. Dans le chapitre suivant, nous déroulerons, un à un, les fils des 33 meurtres qui rempliront le labyrinthe de terre, jusqu'à ce qu'une simple demande d'emploi, un soir de décembre 1968, fasse vaciller l'édifice et dévoile enfin le charnier. Tout commence dans l'aube froide du 3 janvier 112. Sur la route 90, un adolescent de 16 ans lève le pouce dans la lumière laiteuse des phares. Il s'appelle Timothy Jack McCoy, porte un sac de voyage rapiécé et rêve de voir les montagnes du Colorado avant la fin des vacances. John Wayne Gacy s'arrête, par choc luisant de givre, propose un détour jusqu'à Chicago. Tu attraperas plus facilement un bus Greyhound depuis la ville. Dans la Pontiac, la radio crache une ballade country. Tim s'endort. À l'arrivée, Gacy lui offre le canapé, prétend qu'un vol matinal part de l'aéroport O'Hare. À l'aube, l'adolescent découpe du bacon en silence, veut remercier son hôte. Gacy, secoué par le bruit métallique d'un couteau qui claque contre l'assiette, croit voir une agression. Il réagit comme son père réagissait, par la violence réflexe. Le couteau perce le sternum du garçon, le glisse sur le linoléum, chaud et collant. Le sang de Timothy coule, rouge franc, sur le carrelage ivoire de la cuisine. Je me suis senti puissant, racontera Gacy plus tard. C'était comme si je détenais soudain la clé de ma propre vie.
Le pouvoir a le goût du fer dans la bouche. Il lui donne la nausée, mais aussi une ivresse qui tord la réalité. Dans cette seconde, il sait qu'il recommencera. Pendant 2 ans, les journaux ne rapportent rien. Les chronologies officielles demeurent vagues. Peut-être qu'il tue, peut-être qu'il s'entraîne seulement à réprimer l'impulsion pour mieux la savourer ensuite. Les sacs de chaux, eux, disparaissent régulièrement du coffre de la voiture. Juin 1964. John Bukovic, d'X8 ans, yougoslave d'origine, touchait son chèque de paye chez PDM, mais veut récupérer les heures non payées. Il frappe à la porte du 213 West Somerdale. Gacy sert 2 bières, plaisante, propose de montrer un tour de menottes. Le cliquetis du métal devient, pour le jeune homme, la dernière note audible avant le sifflement aigu d'une cordelette de nylon qui se tend derrière sa nuque. Le lendemain, le père de John abat la paume sur le comptoir d'un commissariat. Mon fils n'aurait jamais abandonné sa Mustang sur le parking. On lui tend un formulaire. Missing person. La case Circumstances se remplit d'un mot fourre-tout. Runaway. 1965. Déroule ses promesses de prospérité post-Vietnam. À Norwood Park, on repeint les clôtures en blanc. Gacy, lui, remplit son labyrinthe sous le plancher. Anthony Antonucci, d'X8 ans, parvient à caler le genou dans le dos du clown, arrache les menottes de ses poignets, retourne la situation. Gacy lève les bras. « Tu vois, c'était juste un jeu. » L'adolescent, désorienté, finit par accepter la version. Il sort en tremblant, mais vivant. Darrell Sampson, d'X9 ans, disparaît sur Clark Street le 6 avril. Randall Refett et Samuel Stapleton, 14 et 15 ans, marchaient côte à côte le 3 mai, blaguant sur les Beatles. Il les fait monter l'un après l'autre, promet des badges de police gratuits. C'est la première fausse jumelle. Chaque mise en terre est plus rapide que la précédente. Gacy a compris la mécanique de la décomposition, l'art de tasser l'argile. Il identifie même les poches d'air pour éviter les remontées d'odeur. Un jardinier de l'ombre méticuleux, irrémédiablement calme. 1966. La liste s'allonge, les noms se fondent. Chicago étouffe sous la canicule de juillet, la ville sent l'asphalte brûlé. Le numéro de permis d'embauche de PDM Contractors circule dans les lycées. Pay cash, boulot après les cours. William Bondi, d'X9 ans, grimpeux pour parler peinture. Gacy l'étrangle avant même d'avoir refermé la porte d'entrée. Grégory Godzik, 17 ans, rit à gorge déployée au volant de la camionnette de société. Il ne sait pas que le propriétaire a déjà choisi sa place, rectangle, B7 sur le croquis. John 6, d'X9 ans, manque le dîner familial de Thanksgiving. Il est sans doute parti faire la fête, soupire sa mère. Entre 2 meurtres, Gacy visite l'église locale, offre de repeindre la salle paroissiale gratuitement. Les fidèles applaudissent le courage civique de ce clown qui donne sans compter. Dans la nuit noire du 11 décembre 1978, un flocon erratique tourbillonne devant la vitrine de la pharmacie Nisson, à Des Plaines. À l'intérieur, la pendule murale frôle d'X9 heures, l'heure où Robert Piest aurait dû rentrer souffler ses 16 bougies en famille. Au lieu de cela, sa mère fixe la porte battante, les mains glacées autour d'un paquet de guimauves roses qu'il voulait lui offrir. 5 minutes, a-t-il promis, puis 10, puis 15. L'aiguille poursuit son cercle impassible. L'angoisse, elle, s'accroche au plexus de Madame Piest comme une griffe.
Le détective Joseph Kozenchak arrive moins d'une heure plus tard, trench coat encore perlé de neige fondue. Il examine le comptoir, les étagères pleines de pastilles mentholées, repère un registre de travaux récemment signé par un entrepreneur local. John Gacy Jr., PDM Contractors. Quand il interroge le personnel, tous répètent la même scène. Un homme corpulent, costume froissé, sourire facile, parlant d'un petit job bien payé. Robert est sorti avec lui 2 pas, sous le néon bleu de la pharmacie. Et plus rien. Kozenchak exige la fiche complète du suspect. Sur l'écran vert d'un terminal vieillot, clignote un passé que l'administration judiciaire aurait dû retenir. 1968, sodomie sur mineur, 10 ans de prison. Libération conditionnelle. 1970. Le détective sent une bourrasque de sang affluer dans ses tempes. Il presse le combiné. Mettez-moi un œil sur ce clown. 24 heures sur 24. Dès le 13 décembre, 2 voitures banalisées prennent position à chaque bout de West Somerdale Avenue. Dans l'une, l'officier David Hatchmeister note la routine. 08 h 07. Gacy sort en Buick, clope et au bec. 08 h 46. Drive-in café. 17 h 22. Retour, bras chargés de sacs d'épicerie. 2 soirs de suite, Gacy leur propose une bière. Hilar. Alors, les gars, on me suit ou on me drague. Les policiers déclinent, mais acceptent ces sandwichs au porc, juste pour fouiller les déchets. Ensuite, rien, sinon des os de côtelettes carbonisées. Le même jour, Kozenchak obtient un premier mandat de perquisition limité. Dans le couloir sombre de la maison, l'odeur d'ammoniac masque mal un parfum plus dousâtre. Les lampes torches balayent les murs jaunis. Au sous-sol, ils trouvent une paire de menottes, un gode ceinture, une planche à clous bricolée, un anneau gravé, M-A-I-N-Z, une liste de noms manuscrites. Mais pas de cadavre. Pas assez pour retenir l'homme. À 19 heures, Gacy signe l'inventaire en riant. « Les jouets d'un vieux garçon, inspecteur. Vous n'avez rien d'autre à foutre. » Frustré, Kozenchak renforce la filature. Le 15 décembre, Gacy se saoule au Sunrise Lounge, titube vers les agents infiltrés, bredouille. « Vous savez, j'ai tué quelqu'un une fois, ou 2. Enfin, je sais plus. » Il s'écroule sur le comptoir. On le raccompagne chez lui. Sous la lumière blafarde du porche, il murmure à l'oreille de l'agent. « 33. Mais t'as pas de preuves, flic. » La phrase, criblée de relents d'alcool, se fige comme un glaçon dans la mémoire et du policier. Kozenchak sollicite, alors, l'aide du procureur. Il lui faut un second mandat, in extenso, pour creuser. Les juges hésitent. Le 19 décembre, ils cèdent, convaincus par l'urgence. Disparition d'un mineur, suspect, récidiviste, indice concordant. 20 décembre. Il est 23h41 quand l'officier Greg Bedeau s'agenouille devant la trappe dissimulée sous un tapis du couloir. Un froid humide suinte de l'ouverture. Un souffle sourd monte, comme l'exhalation d'une crypte. Bedeau allume sa lampe, descend dans l'espace rampant. Sa paume heurte une surface spongieuse, puis un éclat blanc. Il gratte, la terre cède, révèle une courbe ivoire, un os iliaque humain.
Le policier remonte, visage cireux. Human, and there's more. À cet instant précis, à 3 kilomètres de là, Gacy sillonne, des plaines dans une Plymouth louée, la neige poudrant le pare-brise. Il s'arrête à une station-service, avale 2 comprimés de Valium, se met à pleurer. C'est fini. Une patrouille l'aperçoit, l'interpelle pour conduite erratique. Au poste, il demande un verre d'eau, puis lâche, l'œil rouge. Je suis coupable de beaucoup de choses. Le 21 décembre, au matin, une armada d'excavatrices envahit la pelouse. Les journalistes accourent. Les caméras Super 8 ronronnent. Les chaises de jardin s'enfoncent dans la boue. Dans le salon, les enquêteurs soulèvent les lattes, passent des sacs mortuaires par la trappe. La maison respire un air de formol et de terre froide. On exhume d'abord un crâne sans mâchoire, puis un fémur encore gainé de textile, puis un thorax complet, bras croisés comme dans un cercueil improvisé. Les draps mortuaires s'alignent sur la pelouse tels des sacs de pommes de terre détrempés. Carole Hoff, ex-épouse de Gacy, apprend à la radio que l'on fouille son ancienne maison. Elle gare sa voiture en larmes à la lisière du cordon de police. Un enquêteur l'interroge. « Saviez-vous ce qu'il faisait la nuit ?» Elle balbutie qu'elle croyait aux travaux de plomberie, qu'elle se bouchait le nez quand ça sentait le drainage. Personne n'entend plus le reste. Les flashs crépitent sur la découverte d'un 29e sac. Le soir même, dans la salle d'interrogatoire NDG 3 du commissariat de Des Plaines, Gacy écrase un 8e cigarillo, regarde la cendre tomber. Vous ne trouverez pas le dernier. Il est dans la Des Plaines River. J'en ai balancé 4. Le lieutenant Kohler hoche la tête, note chaque aveu. Gacy dessine alors, sur une feuille quadrillée, la cartographie précise de son charnier. Des rectangles numérotés, des croix rouges là où reposent 2 victimes dans la même fosse, des cercles vides pour les emplacements disponibles. Il commente, presque fier. « Je n'ai jamais empilé plus de 3 corps dans un trou. Question de respect, vous voyez. » Les policiers étouffent un haut le cœur. Le tueur rit, tous, rit encore. Un bruit creux, déjà orphelin de toute bravade. 2 jours plus tard, un pêcheur repêche un sac de chantier coincé dans une souche à 10 kilomètres en aval. À l'intérieur, le cadavre menotté de Robert Piest. La boucle est bouclée. Le 23 décembre, Gacy est formellement inculpé de meurtre avec préméditation. La caution est refusée. Dans la salle d'audience bondée, les familles des disparus frémissent à l'énoncé de 33 chefs d'accusation. La juge fixe la date du procès. Gacy adresse au public un salut théâtral de la main, comme s'il sortait de scène. Pendant les mois suivants, la cave de West Somerdale ressemble à un site archéologique. Anthropologues, odontologues, médecins légistes se relayent pour identifier chaque morceau d'os, chaque bouton de chemise rongé par l'humidité. On recolle, on photographie, on compare des radiographies dentaires à des dossiers scolaires jaunis. 33 familles reçoivent tour à tour le coup de fil qu'elles redoutaient et pourtant espéraient. « Nous avons retrouvé votre fils. » Certaines mères hurlent. D'autres remercient le ciel d'avoir enfin une tombe où déposer une rose. Quant à Gacy, enfermé à l'isolement dans le pénitencier de Cook County, il rédige des lettres, commande de la peinture acrylique. Il veut se faire plaisir aux enfants malades, avec des toiles de clowns souriants. Les gardiens échangent un regard consterné. L'ironie pèse plus lourd que les barreaux. L'enquête s'achève officiellement le 1er mars 1569. 33 victimes,
29 sous les planches du salon, 4 dans la rivière. Des centaines de pièces à conviction, une montagne de dossiers, un océan de larmes. Mais pour la justice, la partie ne fait que commencer. Il faudra juger l'homme qui a orchestré ce bal macabre derrière le masque ricanant de Pogo. Et c'est cette confrontation entre l'horreur froide des preuves et la rigidité du droit que dévoilera le chapitre suivant, le procès des fantômes. Le 6 février 1980, Chicago grelotte sous un vent coupant, tandis qu'une file ininterrompue de caméras se masse devant le tribunal du comté de Cook. Dans la salle 500, le parquet ciré reflète les lueurs blafardes des néons. Les bancs du public sont déjà saturés de parents au regard fiévreux, de journalistes en quête de titres chocs, de badauds venus s'assurer que le clown assassin est bien fait de chair et d'os. John Wayne Gacy apparaît, menottes dissimulées sous la veste bleu marine d'un tailleur bon marché. Il s'assied, croise les jambes, esquisse ce demi-sourire qui, 50 fois par jour, fit applaudir Pogo sur les podiums des kermesses. Devant lui, le procureur Robert Egan dispose soigneusement ses dossiers. Chacun porte le nom d'une victime et un numéro de dossier médico-légal. Dans un coin, 13 armoires métalliques contiennent plus de 900 pièces à conviction. Des menottes usées, des gants de cuir, des restes de cordelettes, mais aussi des photographies de fosses, des radiographies dentaires et, surtout, 29 boîtes de bois clair renfermant des fragments osseux. On les installera plus tard, en plein centre de la salle, comme autant de silhouettes muettes invitées à la barre. Le juge Louis Garipeau ouvre l'audience à 9 heures précises d'un coup sec de maillet. Il rappelle l'enjeu, 33 chefs d'accusation pour homicide volontaire aggravé, passible de la peine capitale. Puis, il tourne le regard vers le box. Plaider coupable ou non coupable. Gacy se lève lentement, réajuste ses lunettes à monture épaisse. Sa voix est claire, presque professorale. Non coupable, votre honneur. Un murmure d'indignation s'élève, aussitôt réprimé par les huissiers. Le ministère public ouvre la marche. Pendant 5 semaines, il fait défiler 118 témoins, parents éplorés, policiers blanchis par les fouilles, pathologistes, décrivant la strangulation et les lésions rectales, ingénieurs sanitaires, expliquant la lenteur trompeuse de la putréfaction sous terre glaise. À chaque nouvelle boîte mortuaire levée devant le jury, un crissement de griffes sur le cœur des mères fend la salle. Certaines se lèvent, sortent, la main plaquée sur la bouche, d'autres restent, les poings blanchis, déterminées à regarder l'horreur en face. Au 3e jour, le procureur présente le nœud tourniquet, un bâtonnet de bois tordu dans une boucle de corde nylon. Simple, rapide, fatal. On découvre que la poignée provient d'un manche à balai, usé de PDM Contractors. L'objet passe de main en main au sein du jury. Quand il revient au procureur, il le laisse tomber sur le pupitre d'une petite claque sèche. La tension devient tangible, presque métallique. La défense, menée par Sam Amirante et Robert Motta, n'a qu'une stratégie, l'aliénation mentale. Elle convoque psychologues et psychiatres prompts à parler de troubles de personnalité multiples, évoquant une triade d'alter ego, le Pogo, inoffensif et joueur, Jack Hanley, l'entité violente et sexuelle, enfin John, le patron, calculateur froid. Les experts
décrivent des souvenirs d'enfance fracturés, l'idéalisation du père, la sexualité honteuse et refoulée. Pourtant, le contre-interrogatoire du procureur dévoile les failles. « Docteur, un homme qui planifie des fosses et répartit soigneusement la chaux vive, agit-il réellement sans conscience ?» Le psychiatre hésite, répond qu'au moment des faits, le discernement pouvait être altéré, mais l'effort de dissimulation post-crime suggère une lucidité technique. Les jurés notent, stylo suspendu, visage impassible, tandis que Gacy, lui, gribouille des clowns sur un bloc-notes jaune. Au fil des audiences, d'anciens employés décrivent la routine du handcuff trick. L'un d'eux, Anthony Antonucci, raconte comment il avait réussi à se libérer des menottes et à renverser Gacy. Il assure qu'à cet instant, l'accusé s'était calmé, avait ri, déclaré. On faisait juste mumuse. La salle glacée comprend surtout que l'adolescent aurait pu figurer dans la litanie des disparus. Le 11 mars 80, la défense clôture. Aucune larme n'a perlé sur la joue du prévenu. Dans son ultime adresse au jury, le procureur Egan martèle. « Messieurs, dames, on vous parle de personnalités multiples. Moi, je n'en vois qu'une, celle d'un homme qui a choisi 33 fois de serrer un garrot. » Il frappe la barre, désignant les boîtes funéraires. Leur vie, leur avenir, leurs sourires sont là, réduits en poussière. La seule justice possible, c'est de rendre à cet homme ce qu'il a infligé, la mort. Les jurés se retirent. Il est 15h45. Les familles s'étreignent. Gacy griffonne calmement une ultime scène de cirque. 2h12 plus tard, la porte se rouvre. Le silence fige chaque respiration. La présidente du jury annonce « Coupable, sur chacun des 33 chefs, nous recommandons la peine de mort. » Dans un coin, Madame Pieste soupire d'un gémissement rauque. Monsieur Bukovitch tombe à genoux, visage entre les mains. Gacy reste droit, hausse légèrement les sourcils comme surpris, qu'on n'ait pas mieux compris son art. Quand on lui demande s'il souhaite réagir, il se racle la gorge. « Je n'ai jamais tué 33 personnes. Je n'en ai tué que un seul moment de faiblesse, répété. » La salle explose en cris étouffés. Le juge ordonne l'évacuation. Suite une décennie d'appels. Questions de procédure, contestation sur l'impartialité du jury, expertise psychiatrique nouvelle. Toutes sont rejetées. Gacy, dans le couloir de la mort à Stateville, peint. Des clowns riant sous des chapiteaux pastels, des bouddhas placides, des autoportraits en Napoléon. Certains collectionneurs pètent plusieurs centaines de dollars. Les familles des victimes crient au scandale. En 1993, l'État de l'Illinois vote la loi Gacy. Interdiction pour un condamné de monnayer son image sans que les bénéfices reviennent aux proches meurtris. Le 9 mai 1984, veille de l'exécution, Gacy reçoit ce qu'il appelle un dernier banquet. 12 crevettes panées, un seau KFC, des frites, des fraises fraîches. Il mange lentement, plaisantant avec les gardiens. On note qu'il s'abstient de commander la moindre boisson gazeuse. « Ça me fait rôter », glisse-t-il. À 23h, un prêtre vient offrir l'extrême onction. Gacy refuse, réclame plutôt du papier pour finir un croquis de pogo. 10 mai 1994. Minuit 3. Dans la chambre d'exécution, les témoins observent à travers une vitre unidirectionnelle. Gacy s'allonge sur la civière, bras écartés. On fixe les sangles,
On dénude la veine cubitale, on insère le cathéter. Avant que le rideau ne s'ouvre vers le public, un gardien lui demande ses derniers mots. Gacy, paupières mi-closes, souffle « Kiss my ass ». Le protocole d'injection débute. Le sodium thiopental plonge le condamné dans une torpeur apparente, mais la tubulure s'obstrue. Il faut la remplacer, doublant le temps prévu. À minuit 14, la pancuronium bromide paralyse les muscles. À minuit 18, le chlorure de potassium arrête le cœur. Un médecin vérifie, aucun pouls. Le directeur proclame. John Wayne Gacy est déclaré mort à 00:18. De l'autre côté de la vitre, les proches ne pleurent pas. Certains se contentent d'un hochement bref, lourd d'années de cauchemar. D'autres murmurent le prénom d'un fils, d'un frère, disparu trop tôt. À la sortie, un journaliste demande à Madame Pieste comment elle se sent. Elle répond d'une voix lente. « Ce n'est pas un sentiment, c'est un silence. Mon garçon me manque toujours, mais au moins, le monstre ne rira plus jamais. » Des heures plus tard, la carcasse du clown assassin est incinérée. Les cendres, dispersées dans un lieu tenu secret, ne trouveront aucune tombe où les curieux pourraient se recueillir. Ironie finale, l'homme qui avait maquillé ses crimes sous terre ne laissera même pas un monticule de terre pour le pleurer. Le procès des fantômes est clos. Reste maintenant à explorer l'onde de choc, la culture populaire qui s'empare de l'image du clown tueur, les réformes légales que déclenche l'affaire, et la voix obstinée des familles qui refusent l'oubli. Ce sera l'objet du chapitre suivant. L'héritage de la peur. La mort de John Wayne Gacy, cette nuit du 10 mai 1995, n'a pas clos le dossier. Elle a seulement ouvert une autre page, aussi vaste que les sous-sols de l'imaginaire américain. Car un tueur disparaît, mais la trace qu'il laisse dans la conscience collective, elle s'incruste comme une tache de sang séché. On peut la recouvrir, jamais l'effacer. Au lendemain de l'exécution, les gros titres célèbrent la fin du clown assassin. Pourtant, dans les colonnes du Chicago Tribune, un éditorial prévient « Nous avons tué l'homme. Son histoire, elle, nous survivra. » Il ne croyait pas si bien dire. 6 mois plus tard, les studios Paramount annoncent l'adaptation télévisée d'un best-seller, inspiré de l'affaire. 1 an plus tard, Stephen King republie, ça avec une préface mentionnant l'ombre de Gacy planant sur chaque rire de clown. Les rayons Halloween se remplissent de perruques bleues, de faux nez rouges, éclaboussés de peinture, tandis qu'un mot rare, coulrophobie, la peur pathologique des clowns, gagne le dictionnaire Merriam-Webster. À Quantico, en Virginie, l'unité des sciences du comportement du FBI passe ses nuits à dépioter les carnets d'interrogatoire. John Douglas et Robert Ressler, qui avaient interviewé Gacy sous les néons blafards de la prison de Cook County, transforment ces heures de face à face en chapitres d'un manuel de profilage baptisé Crime Classification Manual. On y lit que l'enterrement domestique révèle un besoin de contrôle territorial absolu, que le handcuff trick traduit un théâtre de domination avant la mise à mort, et que la combinaison des deux signale un tueur au narcissisme hypertrophié. Ces fiches deviendront, 10 ans plus tard, la matière première de séries comme Mindhunter. Dans l'Illinois, le législateur réagit aussi. Dès 1984, une révision du Code pénal sur les délits sexuels impose, avant toute libération conditionnelle,
une évaluation psychiatrique approfondie et la notification systématique des voisins lorsqu'un ancien condamné s'installe dans un quartier résidentiel. Les journalistes baptisent la mesure Gacy Amendment. Dans le sillage, 22 États adoptent des versions locales du Sex Offender Notification Act, ancêtre des registres publics en ligne d'aujourd'hui. Mais l'héritage prend aussi un visage économique. En 1992, un galeriste californien expose 15 toiles signées John Wayne Gacy. Des clowns rieurs, des autoportraits en cow-boy, une représentation de Jésus en robe pourpre. Les prix flambent, 5 000 $ la pièce, provoquant une indignation nationale. Sous la pression des familles, l'État d'Illinois adopte en 1993 la Gacy Law, interdisant aux criminels de tirer profit de leurs crimes. Le galeriste fait marche arrière. Une partie des toiles est rachetée par un groupe de parents endeuillés, puis brûlée publiquement dans un terrain vague de Naperville. Les cendres se mêlent au vent, comme pour rappeler que l'art peut parfois attiser, au lieu d'apaiser. Sur les trottoirs numériques de la jeune Internet, forums et chatrooms, relayant un folklore naissant. On raconte qu'à minuit, dans certaines banlieues, un clown rôde près des lampadaires, qu'il murmure des promesses de job à 5 $ avant de disparaître. En 2016, des dizaines de signalements de clowns sinistres déclenchent une panique éclair dans 29 États. Les sociologues y voient l'écho lointain de l'affaire Gacy, autant qu'une contagion médiatique. L'ombre du pavillon de West Somerdale s'étire, change de forme, mais ne se dissipe jamais tout à fait. Pourtant, au-delà du sensationnel, un autre héritage, discret, s'enracine dans la bienveillance. En 1985, la famille de John Bukovich crée une bourse d'études pour apprentis plombiers, un clin d'œil à la profession que le jeune homme n'a jamais pu exercer. En 1997, un parc de Des Plaines est rebaptisé Timothy J. McCoy Memorial Playground. Chaque été, des bénévoles y organisent un tournoi de baseball caritatif dont les recettes financent la recherche en santé mentale. Sous le panneau de bois, 3 mots résument l'intention. Remember, Heal, Prevent. L'Église catholique de Norwood Park, jadis fière de son clown bénévole, inaugure un vitrail représentant Saint-Michel terrassant un démon drapé de couleur criarde. Le prêtre confie, au micro d'une radio locale, « Nos enfants doivent comprendre que les monstres portent parfois des masques joyeux. » La leçon s'inscrit, à coups d'encre rouge, dans les manuels de prévention scolaire. Méfiez-vous des étrangers, mais surtout, écoutez votre instinct, car l'horreur, souvent, revêt le sourire rassurant d'un visage familier. Et puis, il y a les survivants invisibles, ceux qui ont échappé au garrot parce qu'une clé est tombée, parce qu'un voisin a fait irruption, parce que le destin, pour une fois, s'est montré indulgent. Jeffrey Rignall, Torturé mais vivant, publie en 1982 un livre à conte d'auteur, 29, Below, allusion au corps sous le plancher. Longtemps ignoré, l'ouvrage est aujourd'hui étudié dans les facultés de victimologie pour sa description clinique du syndrome de stress post-traumatique. Rignall y écrit « Si je ferme les yeux, je sens encore l'odeur de la chaux et de la sueur froide. Mais si je les ouvre, j'aperçois la lumière, et c'est moi qui décide de la garder. Au cinéma,
L'image du clown meurtrier se décline, se parodie, se banalise parfois. Pourtant, chaque nouvelle itération, du twisty d'American Horror Story au Joker grinçant des blockbusters, renvoie en filigrane à la silhouette massive de John Wayne Gacy. Comme si la culture populaire avait besoin d'un miroir déformant pour contenir l'angoisse originelle. La fiction, en la caricaturant, nous donne l'illusion de contrôler ce qui, dans la réalité, nous a échappé. Mais au-delà des écrans, une vérité demeure. 33 jeunes hommes ayant perdu la vie, et autant de familles portant un deuil sans parodie possible. Chaque 10 mai, à la tombée du jour, un cercle de parents se rassemble encore sur la rive de la Deux Plaines. Ils déposent des lanternes flottantes, chacune marquée d'un prénom. À mesure que les petites flammes se dispersent, un silence traverse l'eau trouble, un silence que même le vent ne parvient pas à briser. C'est là peut-être le dernier legs de John Wayne Gacy. Nous rappeler que la monstruosité n'est pas un orage lointain, mais une possibilité humaine, et que la société, pour s'en prémunir, doit surveiller ses sous-sols, ceux de ses maisons comme ceux de sa mémoire. Car oublier serait offrir au prochain pogo un terrain d'ombre tout préparé. Reste désormais à tirer la conclusion de cette longue traversée. Que faire de cette peur léguée? Comment transformer la connaissance du mal en vigilance lucide sans sombrer dans la paranoïa? C'est la question que soulèvera notre dernier chapitre, lorsque le rideau tombera sur West Somerdale et que ne subsistera plus qu'une leçon gravée au couteau dans le bois des cercueils. La confiance est un privilège, et le mal, parfois, arbore un nez rouge. Une maison vide existe encore au 1913 West Somerdale Avenue. Toiture refaite, parquet neuf, odeur de peinture fraîche. Pourtant, quiconque traverse le seuil sent le plancher vibrer d'un écho muet, comme si la terre, en dessous, revendiquait son droit d'avertir les vivants. C'est au cœur de ce silence que se conclut notre histoire, non par le fracas d'un verdict, mais par une question déposée, discrète, dans la conscience de chacun. Écoutez la fissure. John Wayne Gacy a prouvé que la monstruosité n'a pas toujours la décence de se vêtir de ténèbres. Elle peut choisir la gaudriole, la barbe peinte, les ballons en forme de chien. La leçon première est donc d'apprendre à écouter la fissure, ce léger craquement entre ce qu'une personne montre et ce qu'elle dissimule. Aucun logiciel, aucune loi n'abolira le risque. Seule une vigilance collective, attentive aux dissonances, peut réduire l'espace où prospère le loup sous le costume du berger. Honorer les absents. Ils s'appelaient Timothy, John, Samuel, Robert. 33 prénoms que le temps risque d'effacer sous la notoriété de leurs bourreaux. Refuser cette érosion, c'est inverser la logique du tueur, substituer à son narcissisme la mémoire de ceux qu'il a tenté de réduire au silence. Chaque fois qu'un lycée baptise une bibliothèque, qu'un parc plante un arbre au nom d'une victime, c'est une part de ce masque de clown qui se fendille et tombe. Soigner les survivants. L'héritage d'un crime de masse ne se mesure pas seulement en pierre tombale. Il s'évalue aussi dans les veilles blanches des parents, les flashbacks d'un jeune homme sauvé in extremis, les cauchemars d'un policier qui a creusé trop de terre glaise. Investir dans la santé mentale, aide psychologique gratuite, groupe de parole, recherche sur le stress post-traumatique n'est pas un luxe, mais l'achèvement de la justice. Réparer ce qui peut l'être quand plus rien ne peut être rendu. Gardez ouverts
les sous-sols, les maisons américaines, avec leurs sous-sols et leur crawl space dans quelque chose de l'âme humaine. Un espace pratique où l'on range ce dont on ne veut plus se souvenir. Fermer la trappe n'efface pas son contenu. De la même façon, chaque société possède ses angles morts. Violence familiale banalisée, fugue jugée sans gravité, dossier classé faute de temps. Maintenir ces zones éclairées par des services sociaux réactifs, un journalisme tenace, une éducation sexuelle honnête, revient à empêcher qu'un nouveau labyrinthe de boue ne se creuse sous nos pieds. Transmettre sans fétichiser, filmeur, écrire, enseigner l'affaire. Oui, mais pourquoi faire? L'objectif n'est pas d'ériger Gacy en figure de cuir noir tremblante de glamour, ni de transformer l'horreur en marchandise. Racontons-la pour exercer l'esprit critique, interroger les failles institutionnelles, illustrer la nécessité d'écouter les victimes au premier signal. Racontons-la pour montrer qu'un visage hilar peut être un avertissement, pas une punchline à Halloween. Le feu et l'eau. Chaque 10 mai, au crépuscule, des lanternes dérivent sur la déplaine. Les flammes vacillent, doublées par leurs reflets liquides, symbole d'une dualité indissociable. Le feu, brûler les toiles du clown, brûler les illusions, brûler la naïveté. L'eau, porter le souvenir, comme la rivière porta les corps, mais cette fois, sans les engloutir. Tant que ces lumières naviguent, la mémoire reste vive et la peur se sublime en conscience. Éteindre la salle, laisser la lumière intérieure. Au théâtre, quand le rideau tombe, une lueur de sécurité persiste pour guider le public vers la sortie. Dans le drame Gacy, cette lueur se trouve désormais en chacun. C'est la capacité de prêter attention à l'incongru, de tendre la main au voisin qui chancelle, de dire non quand un tour de menotte prétexte la confiance. Le vrai antidote n'est pas la suspicion généralisée, mais l'alliance entre empathie et lucidité. Dernier regard. Imaginez de nouveau un clown, nez rouge, sourire immense. Cette fois, le visage se fend, le maquillage coule, laissant apparaître non pas un tueur, mais un miroir. Ce que nous affrontons n'est pas l'autre, mais la possibilité en nous d'ignorer les signaux, de sacrifier l'attention au confort, de rire par politesse quand un frisson nous parcourt pourtant l'échine. Briser ce miroir, c'est rompre la complicité involontaire qui permet au mal de prospérer. Ainsi se referme notre descente dans le crawl space de West Somerdale. Si vous ressentez un poids sur la poitrine, n'essayez pas de l'évacuer trop vite. C'est le souvenir nécessaire du prix du déni. Portez-le comme on porte un talisman, pour garder les yeux ouverts, même quand le spectacle paraît inoffensif. Et lorsqu'un jour, à une fête d'anniversaire, un enfant éclatera de rire devant un clown aux couleurs criardes, souvenez-vous, la vigilance n'interdit pas la joie. Elle lui sert de garde-fou. Que cette histoire serve donc, non à étouffer les rires, mais à leur offrir la protection d'une conscience éveillée.